Il existe un moment précis et indiscernable dans la chronologie de chaque vie humaine qui passe inaperçu du reste du monde, mais qui ressemble à un séisme à l'intérieur de votre propre poitrine. Il n'arrive pas avec la fanfare d'une tragédie ou l'explosion bruyante d'une crise publique. Il est bien plus subtil, et donc bien plus dangereux à ignorer. C'est le moment où vous êtes assis dans votre voiture dans l'allée après une longue journée. Le moteur éteint, la maison sombre, et vous constatez que vous êtes physiquement incapable de faire ouvrir la porte à votre main. Ou peut-être est-ce un mardi matin, fixant le plafond dans la lumière grise d'avant l'aube, réalisant que la vie que vous avez passé des décennies à construire avec soin ressemble à un costume taillé pour un étranger. Il est serré, il est étouffant, il restreint vos mouvements et coupe votre circulation. Ce sentiment est souvent mal diagnostiqué. Vous pourriez l'appeler stress, vous pourriez l'appeler dépression. Vous pourriez vous dire que vous êtes juste fatigué, épuisé ou ingrat. Mais au fond de vous, dans la partie la plus calme de votre esprit, vous savez que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la colère. C'est une fatigue structurelle de l'âme. Vous avez passé des années à agir comme le mur porteur des attentes de tous les autres. Vous avez soutenu le toit de relations qui ne vous offrent aucun abri. Vous avez souri quand vous vouliez crier, et vous avez dit oui quand chaque fibre de votre être criait non. Et dans ce moment silencieux et terrifiant, la poutre se brise. C'est le point de rupture. Mais contrairement à ce que votre peur vous dit, ce n'est pas la fin de votre vie, c'est le début de votre vérité. Carl Jung, le grand psychiatre suisse, a décrit cela non pas comme une dépression, mais comme le début douloureux et nécessaire de l'individuation. Le processus consistant à enlever le masque, pour révéler l'être humain authentique en dessous. Cela ressemble à une mort parce que, à bien des égards, c'en est une. C'est la mort de l'acteur que vous avez joué. C'est la mort de la personne gentille, du réparateur, du pacificateur, qui sacrifie sa propre existence pour maintenir la paix pour tous les autres. Ce moment arrive non pas quand vous le voulez, mais quand vous en avez désespérément besoin. C'est une intervention orchestrée par votre propre âme. La raison pour laquelle ce moment semble si catastrophique est que la plupart d'entre nous ont construit toute leur identité sur une fondation qui n'a jamais été conçue pour supporter le poids d'une vie humaine. Nous construisons nos maisons sur le sable de l'approbation des autres. Dès notre enfance, on nous enseigne une équation très spécifique, très dangereuse. Si je suis bon, si je suis calme, si je suis serviable, alors je serai aimé. Nous apprenons à échanger notre authenticité contre l'attachement. Nous apprenons que pour être acceptés, nous devons trancher des parties de nous-mêmes qui sont trop bruyantes, trop nécessiteuses ou trop désordonnées. Nous créons une version de nous-mêmes qui est acceptable pour le monde. Avec le temps, cette version créée, cette persona, devient une cage. C'est une cage confortable peut-être. Elle peut être décorée d'une bonne carrière, d'un mariage qui a l'air parfait sur le papier, ou d'une réputation d'être celui sur qui on peut compter. Les barreaux de cette cage sont faits d'obligations. Le sol est pavé de culpabilité. Et la serrure est votre propre peur d'être considéré comme égoïste. Vous restez à l'intérieur parce que la cage est familière. Vous connaissez les règles là-bas. Vous savez que si vous souffrez en silence, au moins vous êtes à l'abri des critiques. Vous justifiez votre douleur avec des histoires qui semblent nobles. Vous vous dites « Je peux gérer ça » ou « Ce n'est pas si grave » ou « Si je pars, je vais tout détruire ». Mais il y a un prix élevé à payer pour vivre dans une cage, même dorée. Le prix est votre vitalité. Le prix est votre connexion à votre propre force vitale. Lorsque vous vivez pour plaire aux autres, vous affamez lentement votre propre esprit. Cette lourdeur que vous ressentez dans votre poitrine, ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est le poids de tous les maux que vous avez avalés. C'est la densité de toutes les limites que vous avez laissé les gens franchir. C'est le chagrin de votre propre potentiel qui attend d'être revendiqué. Et lorsque le point de rupture arrive, c'est votre esprit inconscient qui prend enfin le volant et dit « Nous ne pouvons pas faire 1 kilomètre de plus dans cette direction ». C'est là que le vrai travail commence. Et soyons honnêtes, c'est terrifiant. La décision de dire « plus jamais » n'est pas une réalisation paisible, c'est une guerre interne. C'est une déclaration d'indépendance contre la tyrannie des attentes. Lorsque vous décidez de sortir de la cage,
Vous ne faites pas que changer votre situation. Vous démantelez la personnalité que vous avez construite pour survivre. Vous remettez en question le système de croyances qui vous a gardé en sécurité pendant 30, 40 ou 50 ans. Vous devez regarder l'architecture de votre vie et admettre que la fondation est pourrie. Vous ne pouvez pas simplement peindre les murs ou changer les meubles. Vous devez descendre au sous-sol. En termes psychologiques, c'est ce que signifie affronter l'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose de mauvais. C'est simplement tout ce que vous avez enfoui dans l'obscurité. C'est votre colère, votre désir, votre égoïsme, votre chagrin. C'est la partie de vous qui veut crier à table. C'est la partie de vous qui veut monter dans la voiture et conduire jusqu'à ce que l'essence soit épuisée. Vous avez passé toute votre vie à garder la porte du sous-sol verrouillée, terrifié de ce qui arriverait si ces choses sortaient. Mais voici le secret. L'or est dans l'obscurité. Votre pouvoir est au sous-sol. Lorsque vous commencez la rénovation de votre âme, vous devez intégrer ces parties de vous-même. Vous devez apprendre que votre colère n'est pas un démon. C'est une limite qui a été violée. Votre désir n'est pas un péché. C'est une boussole qui vous indique ce dont vous avez besoin. Votre chagrin n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous êtes vivant. Cependant, au moment où vous commencez cette rénovation, au moment où vous commencez à dire « non », vous ferez l'expérience de ce qui ne peut être décrit que comme une fièvre psychique. Votre corps et votre esprit réagiront comme s'ils étaient attaqués. Vous ressentirez une culpabilité intense. Vous vous réveillerez au milieu de la nuit avec le cœur battant, en pensant « Qu'ai-je fait? Je suis en train de tout gâcher. Je suis égoïste. » Les gens autour de vous, ceux qui ont bénéficié de votre manque de limites, confirmeront ces craintes. Ils n'applaudiront pas votre croissance. Ils se mettront en colère. Ils vous accuseront de changer. Ils essaieront de vous remettre dans la boîte parce que votre liberté menace leur confort. C'est le point où la plupart des gens font marche arrière. La chaleur de la fièvre devient trop forte. Et ils se retirent dans la misère connue de la cage. Ils s'excusent d'avoir pris la parole. Ils aplanissent les choses. Ils avalent la vérité une fois de plus. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez comprendre que cette peur que vous ressentez n'est pas un panneau d'arrêt. C'est un signe de vie. C'est la sensation des parties gelées de votre âme qui commencent à dégeler. La douleur n'est pas une blessure. C'est une guérison. C'est le symptôme de sevrage d'une dépendance à la validation externe. Vous vous sevrez de la drogue de l'approbation et votre système est en état de choc. Vous devez tenir bon. Vous devez vous asseoir dans le feu de cette culpabilité et la laisser brûler. Parce que de l'autre côté de ce feu se trouve la seule chose qui vaille la peine d'être possédée, vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez dans la phase de démolition, que vous laissez les anciennes structures s'effondrer, vous entrez dans un paysage étrange et calme. Le bruit du drame s'estompe, les demandes constantes des autres s'éloignent, et vous vous retrouvez avec quelque chose qui semble vaste et vide. C'est le vide. Dans notre monde moderne, nous sommes conditionnés à être terrifiés par le vide. Nous traitons le silence comme un ennemi. Nous remplissons chaque seconde de notre journée de bruit, de défilement, de travail, de podcasts, de conversations superficielles. Car si nous nous arrêtons, nous pourrions devoir entendre nos propres pensées. Lorsque vous quittez une relation toxique, un emploi qui vous suce l'âme ou une amitié épuisante, il vous reste un trou béant dans votre vie. Le silence peut être assourdissant. Il peut ressembler à de la solitude. Il peut ressembler à de l'ennui, et l'impulsion de le remplir sera irrésistible. Vous aurez envie de vous précipiter et de trouver un nouveau partenaire pour vous distraire. Vous aurez envie d'entreprendre un nouveau projet pour vous sentir utile. Vous aurez envie d'appeler la personne que vous venez de quitter, juste pour entendre une voix, juste pour ressentir la familiarité du conflit. Mais vous devez résister à cette envie de toutes vos forces. Ce vide est un terrain sacré. Ce n'est pas un désert aride. C'est un champ en jachère. Pensez à la sagesse des anciens agriculteurs. Ils savaient qu'un champ ne pouvait pas produire une récolte année après année sans repos. Ils laissaient un champ non planté pendant une saison, non pas parce qu'il était mort, mais pour qu'il puisse se régénérer. Dans l'obscurité, sous le sol, les nutriments se rassemblaient. La terre guérissait. C'est ce qui vous arrive dans le vide. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes en train de germer. Cette période de solitude est la phase la plus critique de votre transformation. C'est la différence entre simplement changer de décor et changer votre destin. Si vous remplissez l'espace trop rapidement,
Vous ne ferez que recréer les mêmes vieux schémas avec de nouveaux visages. Vous construirez la même maison exiguë et fragile sur un nouveau terrain. Mais si vous pouvez vous asseoir dans l'inconfort, si vous pouvez apprendre à être seul sans être solitaire, vous découvrirez un pouvoir qui ne peut vous être enlevé. La solitude est un état de manque. C'est un besoin ardent que quelqu'un d'autre vous complète. La solitude est un état de plénitude. C'est la réalisation que vous êtes déjà entier. Dans le calme de cet atelier, car c'est ce que c'est, un espace de travail pour votre âme, vous commencez à entendre une voix que vous n'avez pas entendue depuis que vous étiez enfant. C'est la voix de votre intuition. Elle commence comme un murmure. Elle est timide parce que vous l'avez ignorée pendant si longtemps. Mais au fur et à mesure que vous écoutez, que vous refusez de la noyer avec la distraction, elle devient plus forte. Elle vous dit ce que vous aimez réellement, pas ce que vous êtes censé aimer. Elle vous dit ce que vous appréciez. Elle vous dit qui vous êtes. Et au fur et à mesure que cette connexion interne se renforce, votre vision du monde extérieur change. C'est comme si quelqu'un avait nettoyé une fenêtre sale à travers laquelle vous regardiez depuis des années. Soudain, vous voyez la réalité en haute définition. Vous voyez vos relations passées, non pas avec nostalgie, mais avec clarté. Vous réalisez que pendant des décennies, vous avez joué un rôle dans les films des autres. Jung parlait du mécanisme de projection, et c'est là que vous le voyez en action. Les gens qui refusent d'affronter leurs propres ombres, leur propre insécurité, leur propre méchanceté, leur propre chaos, ont besoin d'un endroit pour les mettre. Ils les projettent sur les personnes les plus proches d'eux. Ils avaient le besoin que vous soyez le méchant pour qu'ils puissent être la victime. Ou ils avaient le besoin que vous soyez le sauveur pour qu'ils n'aient pas à assumer la responsabilité de leur propre vie. Ils avaient besoin que vous soyez l'écran de leur film. Et vous, dans votre désir d'être aimé, avez accepté d'être l'écran. Vous êtes resté là et vous les avez laissés projeter leurs problèmes non résolus sur vous. Et vous les avez intériorisés. Vous pensiez que leur colère était de votre faute. Vous pensiez que leur malheur était votre échec. Mais maintenant, dans ce nouvel état de conscience, vous retirez simplement l'écran. Vous sortez du théâtre. Et quand vous faites ça, quelque chose de fascinant se produit. Quand les gens essaient de projeter leur chaos sur vous et que vous ne réagissez pas, la projection n'a nulle part où atterrir. Elle leur revient. Cela les oblige à faire face à leur propre reflet. Peut-être pour la première fois. Ils n'aimeront pas ça. Quand vous cessez de jouer le rôle de soutien dans leur dysfonctionnement, la dynamique s'effondre. Ils pourraient vous accuser d'être froid. Ils pourraient dire « Tu as changé », comme si c'était une insulte. Mais vous l'entendrez comme un compliment. Vous verrez leur comportement non pas comme un reflet de votre valeur, mais comme un symptôme de leur propre lutte. Vous réaliserez que vous ne pouvez pas les réparer. Vous ne pouvez pas les sauver. Vous ne pouvez que vous sauver vous-même. Cette réalisation apporte un profond sentiment de paix, mais elle apporte aussi un test final et difficile. L'univers a une façon de vérifier si vous êtes sérieux. Juste au moment où vous vous sentez stable, juste au moment où vous pensez avoir tourné la page, le passé viendra frapper. Il pourrait venir sous la forme d'un texto tard dans la nuit d'un ex-partenaire. Il pourrait s'agir d'une crise soudaine à l'emploi que vous avez quitté. Ou il pourrait simplement s'agir d'une vague de nostalgie un dimanche après-midi pluvieux. Vous ressentirez une attraction. Elle sera viscérale. Vous vous souviendrez des bons moments, les rires, le confort, les moments où la cage ne semblait pas si petite. Votre cerveau, qui est câblé pour rechercher le chemin de la moindre résistance, essaiera de vous tromper. Il dira « Peut-être que ce n'était pas si grave. Peut-être que j'ai réagi de façon excessive. Peut-être que si je reviens maintenant, ce sera différent. » C'est le phénomène du membre fantôme. Quand une personne perd un bras ou une jambe, les voies neuronales dans le cerveau sont toujours là. Elle peut ressentir une démangeaison sur un pouce qui n'existe plus. Elle peut ressentir de la douleur dans un pied qui a disparu. C'est exactement ce qui arrive à votre corps émotionnel. Vous avez amputé une partie toxique de votre vie, mais les voies neuronales de l'habitude sont toujours actives. Vous sentez la démangeaison, vous sentez la douleur, mais vous devez comprendre ceci. La démangeaison est un souvenir, pas une réalité. C'est un fantôme. N'ouvrez pas la porte à un fantôme. Ce moment est le quiz surprise. L'univers demande « Avez-vous vraiment appris la leçon ? Ou avez-vous simplement mémorisé la théorie ? Si vous revenez maintenant,
vous constaterez que rien n'a changé. La maison est toujours pourrie. La cage est toujours petite. La seule différence est que maintenant, vous savez que vous appartenez à l'extérieur. Donc la souffrance sera 2 fois plus douloureuse. Vous devez serrer les dents et passer ce test. Vous devez vous asseoir sur vos mains. Vous devez respirer à travers la douleur fantôme et vous rappeler que le confort n'est pas la même chose que le bonheur. La familiarité n'est pas la même chose que la sécurité. Chaque fois que vous refusez de décrocher le téléphone, chaque fois que vous refusez de vous engager dans la vieille dispute, chaque fois que vous choisissez votre paix plutôt que le chaos, vous recablez votre cerveau, vous construisez une nouvelle voie neuronale, vous coulez du béton pour une nouvelle fondation. Et puis, progressivement, la lutte cesse. Vous cessez de nager à contre-courant. Vous cessez de lutter contre le courant. Vous entrez dans un état de flux. C'est ce que Jung appelait la synchronicité. C'est l'expérience de coïncidences significatives qui semble défier la probabilité statistique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. C'est la loi de la résonance. Considérez-vous comme une tour de radio. Pendant des années, vous avez diffusé un signal de manque, de peur, de « je ne suis pas assez ». Vous étiez accordé à la fréquence du désespoir. Et ainsi, votre radio a capté des chansons de désespoir. Vous avez attiré des gens qui ont confirmé vos pires craintes. Vous avez attiré des situations qui ont prouvé que vous deviez lutter. Mais maintenant, vous avez changé le signal. Vous avez réglé le cadran sur une nouvelle fréquence. Une fréquence de respect de soi, de limite, de calme. Soudain, la musique change. Vous commencez à attirer des gens qui sont également accordés à cette fréquence. Vous rencontrez des gens qui respectent vos limites, sans que vous ayez à crier. Vous trouvez des opportunités qui correspondent à vos vrais talents. Des ressources apparaissent juste au moment où vous en avez besoin. Cela ressemble à de la chance, mais c'est simplement un alignement. Vous ne courez plus après les choses que vous voulez. Vous les attirez. Il y a une énorme différence entre chasser et attirer. Quand vous chassez l'amour, vous agissez à partir d'un sentiment de manque. Vous êtes un prédateur de validation, affamé et désespéré. Les gens peuvent sentir cet désespoir et ils s'enfuient ou ils l'exploitent. Mais quand vous attirez, vous êtes un phare. Vous restez ferme dans votre propre valeur. Vous rayonnez votre propre lumière. Vous ne chassez pas les navires. Les navires naviguent vers vous parce que vous brillez. Dans cet état, la vie devient plus simple. Elle devient plus calme. Vous réalisez que le drame que vous pensiez être de la passion n'était en réalité qu'un dysfonctionnement. Vous réalisez que le véritable amour, qu'il soit romantique, platonique ou amour de soi, n'est pas volatile. Il est stable. Il est ennuyeux de la plus belle des manières. Il est sûr. Vous arrêtez d'essayer de faire vos preuves. Vous arrêtez de jouer un rôle. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'expliquer votre valeur à qui que ce soit. Un diamant n'a pas besoin d'expliquer qu'il est précieux. Il l'est tout simplement. Si quelqu'un pense que c'est un morceau de verre, c'est une erreur dans sa vision, pas un défaut dans le diamant. Vous arrêtez de distribuer des rabais sur votre propre valeur juste pour conclure une vente. Vous êtes au prix fort et vous êtes prêt à attendre l'acheteur qui peut se le permettre. Cela nous amène à la réalisation finale, celle qui cimente cette transformation pour toujours. Vous repensez au point de rupture, ce moment terrible et silencieux dans l'allée, et vous ressentez de la gratitude. Vous réalisez que le pire moment de votre vie a en fait été la meilleure chose qui vous soit arrivée. Vous voyez les fissures dans votre histoire, non pas comme des dommages, mais comme les points d'entrée de la lumière. Il existe un art japonais appelé kintsugi. Lorsqu'une pièce de poterie précieuse se brise, l'artiste ne la jette pas. Il n'essaie pas de cacher les fissures avec de la colle invisible. Au lieu de cela, il mélange la colle avec de la poudre d'or. Il met en évidence les fissures. Il fait des cicatrices la plus belle partie de la pièce. Le bol devient plus précieux parce qu'il a été brisé et réparé. Vous êtes ce récipient. Vous êtes le chef-d'œuvre kintsugi. Les endroits où vous avez été brisé, la trahison, la solitude, l'épuisement, sont maintenant remplis de l'or de votre propre sagesse. Vous êtes plus fort aux endroits brisés. Vous avez une profondeur que les intacts n'ont pas. Vous avez une compassion que les intouchés ne peuvent pas comprendre. Ce changement est permanent. Vous ne pouvez pas vous rendormir. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez. Vous avez vu l'architecture de l'âme. Vous avez vu derrière le rideau du magicien.
et réalisez que ce n'était qu'un petit homme effrayé tirant des leviers. Vous avez affronté votre ombre et trouvé votre or. Vous vous êtes assis dans le vide et avez trouvé votre voie. Alors que vous vous tenez dans cette nouvelle réalité, prenez une profonde inspiration. Regardez autour de vous la vie que vous construisez. Elle est à vous. Elle n'appartient pas à vos parents, ni à votre partenaire, ni à vos enfants, ni à votre patron. Elle vous appartient. Vous êtes l'architecte. Vous êtes le constructeur. Vous êtes l'habitant. Mais il y a une dernière chose que vous devez faire. Vous devez tenir la lumière pour les autres. Vous n'avez pas besoin de leur prêcher. Vous n'avez pas besoin de les sortir de leur cage. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas les sauver. Mais vous pouvez être la preuve vivante que la porte est déverrouillée. Vous pouvez être l'exemple de ce qui se passe quand quelqu'un ose se choisir. Il y a des gens là-bas, en ce moment, assis dans leur voiture, regardant dans le noir, ressentant cette fatigue terrifiante. Ils pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent qu'ils sont fous. Quand vous marchez dans le monde la tête haute, vibrant à votre nouvelle fréquence, vous êtes un signal pour eux. Vous êtes la preuve qu'il est possible de survivre à la démolition et de construire quelque chose de magnifique. Vous êtes la promesse que la paix est réelle. Alors, continuez à construire. Continuez à marcher. Continuez à faire confiance à la voix tranquille à l'intérieur. Vous avez fait le travail le plus dur qu'un être humain puisse faire. Vous avez sauvé votre propre vie. Et c'est une victoire qui résonnera tout au long de vos jours. Bienvenue chez vous. Mais allons plus loin, car comprendre le mécanisme de ce changement est ce qui vous empêche de retomber. Nous devons parler de la texture spécifique de la vieille vie, afin que vous puissiez la reconnaître quand elle essaiera de vous séduire à nouveau. Pensez aux jours avant la rupture. Pensez à l'anxiété chronique de faible niveau qui bourdonnait en arrière-plan de votre vie comme un réfrigérateur que vous ne pouviez pas débrancher. Vous entriez dans une pièce et scanniez immédiatement les visages des autres pour évaluer la température émotionnelle. Est-il en colère? Est-elle déçue? Que dois-je être en ce moment pour maintenir les eaux calmes? Cette hypervigilance est une réponse à un traumatisme. C'est une stratégie de survie que vous avez probablement développée quand vous étiez très jeune. Quelque part en cours de route, vous avez appris que votre environnement était instable et que votre sécurité dépendait de votre capacité à prédire et à gérer les émotions des adultes autour de vous. Vous êtes devenu un sismographe, mesurant constamment les tremblements de terre. Vous êtes devenu un expert dans la lecture des micro-expressions, dans l'écoute du ton d'un pas dans le couloir. Quand vous transportez ce comportement à l'âge adulte, il devient une forme d'esclavage. Vous n'êtes jamais libre d'être simplement vous-même parce que vous travaillez toujours. Vous gérez toujours. Vous êtes le responsable des relations publiques de l'ego de tout le monde. Et la tragédie est que vous pensez que c'est de l'amour. Vous pensez qu'anticiper les besoins de quelqu'un avant même qu'il ne demande est un acte de romance ou de dévotion. Mais ce n'est pas le cas. C'est un acte de contrôle. Vous essayez de contrôler leurs réactions afin de vous sentir en sécurité. Quand vous commencez le processus d'individuation, quand vous commencez à démanteler la cage, c'est la première chose qui doit disparaître. La gestion des autres. Vous devez démissionner de votre poste de directeur général de l'univers. Vous devez laisser les gens être déçus. Vous devez laisser les gens avoir tort. Vous devez laisser les gens vous mal comprendre. C'est atroce. Pour celui qui se remet de la volonté de plaire aux autres, être mal compris, c'est comme être brûlé vif. Vous aurez une envie désespérée de vous expliquer. Vous voudrez écrire de longs messages textes, avoir des conversations de clôture, rédiger des courriels qui expliquent exactement pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous voulez plaider votre cause. Vous voulez que le juge frappe du marteau et dise « non coupable ». Mais dans le tribunal de l'opinion publique, il n'y a pas de tel verdict. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Et c'est là que vous apprenez le pouvoir du silence. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin d'un témoin de votre vérité. Vous n'avez pas besoin d'un jury pour valider votre expérience. Si vous savez que vous agissez avec intégrité, c'est suffisant. Le besoin de validation externe est le verrou sur la cage. Le moment où vous cessez d'en avoir besoin est le moment où la porte s'ouvre. Examinons à nouveau le concept de vide, car c'est là que réside la vraie magie, et il est souvent survolé. Quand vous cessez de gérer les autres, quand vous cessez de jouer un rôle, vous avez soudainement beaucoup de temps libre. Vous avez aussi beaucoup d'énergie libre. Cette énergie était autrefois consommée par l'anxiété.
Elle était brûlée dans la fournaise de la rumination. Maintenant, elle vous est rendue. Au début, cette énergie rendue ressemble à de l'agitation. Vous pourriez vous sentir nerveux. Vous pourriez avoir l'impression que vous devriez faire quelque chose. C'est parce que votre système nerveux est accro au cortisol. Il est accro aux hormones de stress de l'ancienne vie. La paix semble ennuyeuse à un système nerveux qui est câblé pour la guerre. Vous devez rééduquer votre corps à tolérer la paix. Vous devez enseigner à vos cellules que la sécurité ne ressemble pas à une hyperexcitation. Elle ressemble à une relaxation. Cela implique de s'engager dans des pratiques simples et ancrées. Cela signifie marcher dans la nature et voir réellement les arbres, pas seulement marcher en ruminant sur une dispute. Cela signifie cuisiner un repas et goûter la nourriture. Cela signifie s'asseoir sur une chaise et sentir le poids de votre corps soutenu par la terre. Cela peut sembler de petites choses, mais elles sont révolutionnaires. Vous revenez à vos sens. Vous descendez du grenier frénétique de votre esprit dans le sol solide de votre corps. En vous ancrant, vous devenez moins réactif. Dans le passé, si quelqu'un appuyait sur votre bouton, vous réagissiez instantanément. C'était un réflexe. Appuyer sur le bouton, obtenir une réaction. Maintenant, il y a une pause. Il y a un écart entre le stimulus et la réponse. Dans cet écart réside votre liberté. Dans cet écart, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire « C'est intéressant qu'il ressente cela ». Et vous en allez. Vous pouvez dire « Je ne vais pas participer à cela ». Vous devenez l'observateur de votre vie, pas seulement la victime de celle-ci. Cet état d'observateur est ce qui vous permet de voir l'ombre sans être consumé par elle. Rappelez-vous, nous avons parlé du sous-sol. Quand vous arrêtez de courir, vous avez enfin le courage de descendre ces escaliers. Et que trouvez-vous? Vous trouvez les versions plus jeunes de vous-même. Vous trouvez l'enfant à qui on a dit qu'il était trop. Vous trouvez l'adolescent qui a été intimidé. Vous trouvez le jeune adulte qui a eu le cœur brisé et a juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Ces versions de vous sont figées dans le temps. Elles portent encore la douleur de ces moments. Votre travail, en tant qu'adulte éveillé, est de descendre là-bas et de les récupérer. Vous devez vous asseoir avec cet enfant et dire « Je suis là maintenant. Je suis en charge. Tu n'as plus à nous protéger. Je m'en occupe. » C'est le reparentage. Vous devenez le protecteur dont vous avez toujours eu besoin. Vous devenez la figure d'autorité aimante que vous recherchiez chez tous les autres. Quand vous intégrez ces parties, votre énergie change radicalement. Vous cessez d'être fragmenté. Vous devenez solide. Les gens peuvent sentir cette solidité. C'est une présence physique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble simplement à l'aise dans sa propre peau? Quelqu'un qui ne s'agite pas, qui maintient le contact visuel, qui parle lentement et clairement? C'est une personne qui a intégré son ombre. Elle ne cache rien. Elle n'utilise pas d'énergie pour supprimer le sous-sol. Elle est là, en entier. Tout d'un coup, cette solidité est ce qui crée le magnétisme dont nous avons parlé plus tôt. C'est de la physique. Un objet solide a de la gravité. Il attire les choses vers lui. Un objet fragmenté a une faible attraction gravitationnelle. Quand vous étiez fragmenté, dispersant votre énergie pour plaire à tout le monde, vous n'aviez pas de gravité. Vous deviez courir partout pour essayer d'attraper des choses. Maintenant que vous êtes solide, vous avez de la gravité. Vous avez du poids. Cela apporte une nouvelle qualité à vos relations. Dans le passé, vous vous êtes peut-être lié avec des gens à cause de traumatismes partagés. Vous vous êtes lié en vous plaignant, en luttant, en étant « nous » contre le monde. Ce sont des liens traumatiques. Ils sont intenses, mais ils sont fragiles. Maintenant, vous vous liez autour de valeurs partagées. Vous vous liez autour de la croissance. Vous vous liez autour de la joie. Vous constaterez que vous avez moins de tolérance pour les commérages. Vous avez moins de tolérance pour le cynisme. Vous trouvez ces choses épuisantes physiquement. Vous pourriez vous retrouver à quitter les fêtes plus tôt, non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que l'énergie semble lourde. Vous protégez votre écosystème. Vous traitez votre énergie comme un compte bancaire. Vous n'émettez pas de chèques que vous ne pouvez pas encaisser. Vous n'investissez pas dans des entreprises qui font faillite. Vous êtes perspicace. Certaines personnes appelleront cela de l'arrogance. Elles diront « Tu penses que tu es meilleur que nous ». Mais il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit d'être différent. Il s'agit d'une différence de fréquence. Vous ne pouvez pas expliquer la couleur à une personne qui voit en noir et blanc.
Vous devez simplement profiter de l'arc-en-ciel vous-même. Et parlons à nouveau du test, car il sera subtil. L'univers aime habiller les anciennes leçons avec de nouveaux vêtements. Vous pourriez rencontrer un nouveau partenaire potentiel qui semble parfait. Il dit toutes les bonnes choses. Il est charmant. Mais ensuite, au troisième rendez-vous, vous sentez ce resserrement familier dans votre ventre. Vous sentez cette petite goutte d'anxiété. L'ancien vous l'aurait ignoré. L'ancien vous aurait dit « Je suis paranoïaque ». Donne-lui une chance. Le nouveau vous sait mieux. Le nouveau vous sait que le ventre est un deuxième cerveau. Le nouveau vous sait que le corps ne ment pas. Vous faites une pause. Vous observez. Vous posez une question de clarification. Et quand le masque glisse, même pendant une seconde, vous voyez la vérité. Et au lieu d'essayer de la réparer, au lieu d'essayer de le gagner, vous dites simplement « non, merci ». Et vous vous en allez. Ce moment, le moment où vous vous éloignez de quelque chose qui ressemble presque à ce que vous voulez, parce que ce n'est pas réellement ce que vous voulez, est la cérémonie de remise des diplômes. C'est le moment où la voie neuronale est cimentée. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que le potentiel. Vous avez choisi la réalité plutôt que le fantasme. Ce niveau de discernement s'applique également à votre carrière. Vous cessez d'accepter les miettes. Vous cessez de travailler pour des gens qui ne valorisent pas votre contribution. Vous cessez d'attendre la permission de diriger. Vous réalisez que votre temps est la devise la plus précieuse que vous ayez, et vous refusez de le dépenser pour des choses qui ne vous allument pas. Vous pourriez démarrer une entreprise. Vous pourriez changer de carrière. Vous pourriez simplement fixer des limites plus strictes à votre emploi actuel. Mais la dynamique change. Vous n'êtes plus un employé de la vie. Vous êtes le PDG de votre existence. Alors que vous continuez sur cette voie, vous remarquerez que votre définition du succès change. Le succès ne concerne plus la grande maison, la voiture de luxe ou le titre. C'est bien, mais c'est extérieur. Le succès devient la façon dont vous vous sentez quand vous vous réveillez le matin. Y a-t-il de la crainte? Ou y a-t-il de la paix? Y a-t-il de la contraction? Ou y a-t-il de l'expansion? Le succès, c'est avoir la liberté d'être soi-même dans chaque pièce où vous entrez. Le succès, c'est avoir des relations où vous n'avez pas à traduire votre âme. Le succès, c'est poser votre tête sur l'oreiller la nuit en sachant que vous ne vous êtes pas trahi aujourd'hui. C'est la forme ultime de l'amour de soi. Ce ne sont pas des bains moussants et du chocolat, bien que ce soit bien. C'est l'engagement féroce, protecteur et intransigeant envers votre propre vérité. C'est la décision d'être votre propre meilleur ami, votre propre avocat, votre propre sauveur. Alors, si vous êtes actuellement au milieu de la tempête, si vous êtes dans la phase de démolition, ou la phase de fièvre, ou la phase de vide, continuez. N'arrêtez pas. La poussière se déposera. La fièvre tombera. Le silence se transformera en musique. La structure que vous construisez est le travail le plus important de votre vie. C'est la cathédrale de votre âme. Et un jour, dans peu de temps, vous conduirez dans votre voiture, ou vous serez assis dans votre salon, ou vous marcherez dans la rue, et vous réaliserez que le resserrement a disparu. Le costume est bien ajusté, l'air est clair, et vous sourirez, un sourire profond et tranquille, parce que vous saurez que vous avez réussi. Vous avez survécu à la mort de l'ancien vous, et vous avez donné naissance à la personne que vous étiez censé être. Vous êtes l'or dans les fissures, vous êtes le calme dans la tempête, vous êtes l'architecte de votre propre liberté. Maintenant, sortez et vivez dans la maison que vous avez construite. Vivez-y pleinement. Vivez-y sans vous excuser, parce que vous l'avez mérité.